Détenteur d'un savoir plurimillénaire, saurez-vous faire perdurer les savoirs des civilisations passées? Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo d'explication de règles et avis, c'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Yellow nous propose chaque année des jeux dans leur gamme dite expert, des jeux qui pour moi paraissent plutôt initiés plus pour amener progressivement les joueurs avec des mécaniques un peu plus complexes et peut-être aussi s'intégrer thématiquement dans des choses un peu plus sérieuses. On a connu notamment Narak, l'excellent Narak, on a connu Bitoku ou encore la Cathédrale Rouge que j'adore. Et bien voici que le prochain jeu dans leur gamme arrive, c'est un jeu qui sort directement de leur studio, c'est un jeu à la mécanique particulière et au thème assez marqué, quoique, eh bien vous le verrez dans mon avis, je reste un tout petit peu dubitatif, mais le jeu reste très plaisant à jouer. Je veux bien sûr parler de Ancient Knowledge. Eh bien, bienvenue les amis dans cette explication de règles de Ancient Knowledge, le nouveau jeu expert de chez Yellow. Donc ce que je vous propose, c'est donc une explication de jeu qui va être avec ce visuel là. Je pense que ce sera plus facile pour appréhender vos premières parties avec une mise en place que là j'ai déjà faite. Bien sûr, je simulerai donc une partie et là il n'y aura qu'un seul plateau joueur. Et bien justement, les plateaux joueurs ils sont ici, chacun dans une couleur différente. Ici ça sera le vert, on a du violet, du orange mais aussi du bleu. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les plateaux il y a une face recto, on va dire, sur laquelle on va pouvoir jouer les cartes sur les différents compartiments du plateau. On va voir ça pendant la partie. Mais de l'autre côté, il y a l'illustration qui est complète et sans les petits artifices de placement de cartes. Donc c'est plutôt intéressant pour mettre en avant eh bien, les illustrations qui sont quand même plutôt pas mal. Et on voit justement eh bien l'évolution aussi sur le plateau d'une civilisation qui va construire un bâtiment avec les richesses que ça va amener sur la culture, le savoir aussi, jusqu'à la destruction malheureusement de ces éléments-là architecturaux. Et c'est le but du jeu, on va tout faire en sorte pour que ça ne tombe pas dans l'oubli. Donc le plateau de jeu, il est ici, avec les différentes parties où on va pouvoir positionner nos cartes juste en haut, c'est ce qu'on appelle la frise, chacun dans un numéro bien donné, et avec un petit logo qui va être intéressant de bien comprendre, avec des bâtiments qui vont vieillir petit à petit à la fin de chacun de nos tours de jeu, et qui vont basculer de la droite vers la gauche, jusqu'à peut-être tomber dans l'oubli. Ça c'est mon deck de départ, donc on va le mettre de côté, parce que les cartes qui tomberont dans l'oubli, elles se positionneront ici. Ici on retrouve les 5 emplacements pour accueillir les cartes artefacts, des cartes violettes, comme celle-ci par exemple, voilà. Il n'y a que 5 emplacements, on ne pourra pas les vider de leurs cartes. Pour en positionner d'autres, il faudra peut-être avoir des effets de cartes qui amèneront une destruction pour pouvoir échanger ces cartes-là. Ici, on a les emplacements pour les cartes connaissances bleu, marron et jaune. Les cartes connaissances, elles sont juste en haut justement, avec des cartes connaissances de niveau 1 et des cartes connaissances de niveau 2. La mise en place, elle est ainsi faite, avec, on va dire que c'est un petit peu une course à l'objectif d'une certaine façon. Les cartes qui sont en haut de l'âge 1, ce sont des cartes à effet immédiat représentées par l'éclair tout au bout de l'obélisque, alors que les cartes de niveau 2 seront des points de victoire en fin de partie selon des conditions. Ça sera une action qu'on pourra faire aussi pendant la partie, sachant qu'à un moment donné, on va pouvoir retourner un obélisque de niveau 1 sur sa face verso. Il y aura, ça sera une phase 2 et on jouera à la fin de la partie donc avec un obélisque de niveau 1 et les deux autres de niveau 2. Ici les decks de cartes, je les ai séparés en deux parce que c'est plus pratique tout simplement pour les manipuler. C'est ce qu'on appelle les cartes bâtiments, chacune dans plusieurs couleurs. Le pion de premier joueur que vous allez distribuer un petit peu au hasard, hein, c'est ce qui va définir pour que tout le monde puisse jouer le même nombre de tours de jeu quand la fin de partie va être déclenchée, car il n'y aura pas un certain nombre de tours à jouer. On va jouer jusqu'à ce que quelqu'un fasse quelque chose en particulier. Les jetons savoir qui sont eh bien, le savoir qu'on va essayer de ne pas faire tomber dans l'oubli, mais qui seront aussi des points de victoire négatifs s'ils tombent dans le passé, on verra ça. Donc avec des jetons de cette couleur-ci qui représentent 1 point, ceci 5 points, que je positionne ici à disposition de tous les joueurs. On peut faire un draft si vous voulez, ça c'est peut-être les règles maison. Le jeu propose de distribuer 10 cartes pour commencer la partie, d'en sélectionner 6 et d'en jeter 4, mais aussi sinon, eh bien, vous prenez les 6 cartes d'un deck préparé,
il y en a 4 qui sont définis par cette petite encart juste ici. Donc ça c'est le deck numéro 1. Et là on aurait donc le deck de cartes numéro 2, numéro 3 et bien sûr, non ça c'est le numéro 4 pardon, et le numéro 3 juste ici, avec donc un gameplay qui sera très différent en fonction du deck que vous aurez entre les mains. C'est pour vos premières parties, sinon comme je vous l'ai dit, après ça sera au hasard et à vous de sélectionner les cartes, car c'est toute l'essence du jeu pour faire des mécaniques et un moteur de jeu le plus efficace dès le début de la partie. Une carte aide de jeu juste ici qui est plutôt bien fichue, avec les différentes phases qu'on va évoquer ensemble, le déroulement de la partie et aussi les différentes actions qu'on pourra réaliser pendant la phase justement A de la partie. Donc la partie va se dérouler sans véritablement de tour de jeu comme je vous le disais, mais le premier qui aura accumulé 14 cartes dans son passé, eh bien va mettre fin à la partie. Chacun va jouer le même nombre de tours jusqu'à arriver à celui qui avait le jeton de premier joueur, et celui qui aura accumulé le plus de points de victoire en fonction d'un petit peu de sa partie, des cartes qui restent en place et des objectifs, des connaissances, etc. On verra ça à la fin de la vidéo, eh bien remportera évidemment la partie. Comment se déroule un tour de jeu? Eh bien en commençant par le premier joueur et ensuite dans le sens horaire, eh bien chacun aura le loisir de pouvoir réaliser ces différentes phases successives. La première, ça sera une phase d'action dans laquelle on va choisir 2 actions parmi les 5 qui sont à notre disposition. Ensuite, ce sera une phase de chronique, c'est-à-dire qu'on va activer les cartes avec un symbole de marteau qui va taper selon notre stratégie. La phase de déclin, on va activer les cartes avec ce logo-ci et on va décaler les cartes qui vont peut-être tomber aussi dans notre passé si elles étaient sur l'emplacement numéro 1. Et s'il y avait 14 cartes, comme je vous l'ai dit, dans l'emplacement du passé, eh bien la fin de partie sera déclenchée. Donc on va commencer par la phase d'action. Donc comme vous le voyez marqué sur la carte, il y a 2 actions au choix. Et ces actions, ce sont celles-ci. La première action qu'on va voir, donc, c'est de créer une carte, c'est-à-dire de jouer une carte avec ces symboles-ci. Ces symboles, ce sont tout simplement les symboles qu'on retrouve sur le haut, la partie supérieure gauche de nos cartes. Eh bien qu'est-ce qu'on va faire? S'il n'y a pas de prérequis, eh bien je peux tout simplement jouer cette carte. Ici c'est un artefact, je peux la positionner dans un emplacement adéquat. Je vous rappelle qu'il y avait 5 emplacements ici. C'est mon action, j'ai fini ma première action, mais je pourrais aussi avoir certaines conditions pour pouvoir la poser. C'est-à-dire que ici ça me demande de sacrifier et de défausser 2 cartes de ma main pour positionner cette carte bâtiment. Cette carte bâtiment, je peux la positionner de différentes façons. Soit de la positionner gratuitement d'une certaine façon en la positionnant sur l'emplacement numéro 5 de ma frise de temps. Donc je peux très bien faire ceci, sachant que la frise de temps pourra accueillir 2 cartes successives sur chacun des emplacements. Donc 6 fois 2, donc 12 cartes au maximum. Soit, et c'est spécifié juste ici, si je veux décaler sur ma frise de temps la carte que je viens de poser, eh bien je vais devoir sacrifier et défausser une carte par écart. Donc par exemple, si je voulais la positionner ici, il faudrait que je défausse les 2 cartes de prérequis, plus peut-être une autre carte. Donc à vous de voir, selon votre stratégie et votre moteur de jeu, ce que vous voudrez en faire, sachant que les cartes, eh bien, vont pas revenir très facilement dans vos mains. Donc attention à bien réfléchir ceci. Mais disons que voilà, je décide de faire ceci et d'en sacrifier 2, donc je les positionne juste ici. Sur ces cartes-là, il y a plusieurs choses. La première, c'est le nombre de jetons savoir que ce bâtiment va m'amener. Donc déjà, on peut voir l'illustration déjà, mais aussi le nom et le lieu où on pourrait retrouver ce bâtiment. Les jetons savoir, il me dit d'en positionner 3 à sa surface, donc j'en prends 3 et je vais les mettre juste dessus. Cette carte ne me ramènera pas de points de victoire en fin de partie, mais pour sa propre carte, mais va peut-être m'amener quelque chose en point de victoire. Cette étoile-là, ce sont des points de victoire. Gagnez un point de victoire pour chaque bâtiment de ce type-là dans votre passé. Et ça seront des choses qu'on activera en fin de partie. Bien sûr, chaque carte aura ses propres façons de scorer, ses propres interactions, etc. Et c'est là que vous allez essayer de trouver une synergie dans cette création de moteur de jeu, sachant qu'elles vont se décaler, et donc cette création de jeu va être d'une certaine façon éphémère. Parfois, il y aura des actions immédiates, échanger ce monument avec un autre monument de la frise, etc. Ça sera au plaisir de jeu. Je ne vous dévoile pas toutes ces cartes-là. La deuxième chose que je pourrais faire, c'est apprendre. Apprendre, ça me demande de prendre une connaissance d'un type en particulier
en respectant forcément les prérequis. Et c'est là qu'on va se positionner juste ici pour aller voir ce qui s'y passe. Je vous rappelle, avec des effets immédiats pour les connaissances de niveau 1 et des points de victoire en fin de partie pour les connaissances de niveau 2. Par exemple, ici, ça me demande d'avoir 0 ou une carte en main, ce qui n'était pas le cas. Je ne pourrais pas prendre cette carte et ça m'aurait donné un effet immédiat qui est simple à comprendre. Ça, je le positionnerai sur le côté, ça fait une collection car il y a certaines cartes de niveau 2 qui vont m'amener des points de victoire en fonction des collections, en fonction des cartes de couleur connaissance que j'aurai. Et donc c'est là qu'on va essayer peut-être d'établir une stratégie, mais aussi que l'interaction va intervenir entre les joueurs pour se piquer peut-être telle ou telle carte pour ne pas faire scorer un maximum nos adversaires. Ça, c'était pour la deuxième action, l'action à prendre. L'action 3 qu'on pourrait réaliser, c'est l'action d'archiver, qui me demande de défausser tout simplement une tablette savoir sur l'un de mes monuments pour chacune des cartes que je vais défausser. C'est là que je vous avais dit, les cartes, attention, il va falloir peut-être les garder en jeu. Donc si je décide de défausser, disons, cette carte-là, je pourrais en défausser plusieurs, mais pour autant de cartes que je vais défausser, je vais défausser d'autant de cartes, de jetons savoir. La quatrième action, l'action excaver, qui me dit de piocher 2 cartes bâtisseurs pour chaque carte que je vais incliner dans mon passé. Au fur et à mesure de la partie, je vous l'ai dit, les cartes vont être amenées dans le passé. Disons que par exemple, j'ai réussi à en amener 3. Je suis en manque de cartes, je peux très bien décider d'incliner ces cartes à 90 degrés et donc de piocher 2 cartes par carte inclinée de la sorte. Vous allez me dire c'est super puissant et je pourrais le renouveler. Ben non, parce qu'une fois que je les ai inclinés de cette façon-là, je ne pourrai pas le refaire, à moins d'avoir des cartes et des actions qui me permettront de redresser à la verticale ces cartes-là. Sinon, elles resteront comme ceci jusqu'à la fin de la partie, mais ça ne va pas les dénaturer pour autant. Les points de victoire qu'il y aurait marqués dessus, les points de victoire acquis immédiatement ou les points de victoire conditionnels, eux, seront quand même là, hein, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc ça, c'est quand même assez puissant, d'autant que la dernière action, c'est peut-être une action par défaut que vous ferez le moins possible, c'est l'action de fouiller qui demande de juste piocher une carte bâtisseur. C'est vraiment l'action par défaut si vous n'avez pas grand chose à faire. Donc faites en sorte de ne jamais réaliser cette action. Donc je récapitule, on joue 2 actions parmi les 5 possibles. On peut très bien réaliser 2 fois la même action et on passe ensuite à la phase de chronique. La phase de chronique qui me dit d'activer toutes les cartes qui vont afficher le symbole marteau dans l'ordre de mon choix. Par exemple, disons que la partie est un petit peu avancée, donc j'ai positionné certains artefacts, j'ai positionné aussi des cartes bâtiments sur ma frise. Regardez, par exemple, ici, je vais retrouver ce petit logo. Donc, je vais pouvoir activer cette action-là à ce moment-là du jeu. Défausser une tablette savoir pour chaque bâtiment orange adjacent à cette carte. Donc là, c'était mal joué, je n'en ai pas, je ne peux pas réaliser cette action. On regarde sur mon artefact ce que ça donne. Si vous avez 2 monuments sur l'emplacement 1, là non plus, je ne l'ai pas, j'aurais pu défausser un savoir du monument de mon choix et piocher une carte. C'est là que la création de son moteur de jeu va être très importante et c'est l'essence même du jeu pour fluidifier, potentialiser et accélérer le jeu en termes de gain de points de victoire, mais aussi de pouvoir faire creuser l'écart et déclencher la fin de partie vis-à-vis de vos adversaires. On passe maintenant à la phase C, la phase de déclin, qui demandera de décaler, c'est assez simplifié ici, de décaler tous les monuments de notre frise vers la gauche. C'est vrai, mais avant ça, il y a quand même une petite spécificité à bien comprendre. La première chose qu'on va faire, c'est de regarder si on retrouve le symbole comme ceci sur une des cartes, ce qui est le cas juste là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va pouvoir justement activer, c'est le moment, cette capacité-là, sinon il ne se passera rien. Ensuite, s'il y avait des tablettes savoir dessus, ces tablettes-là, elles vont être perdu, ce savoir accumulé sera perdu. Et on va le mettre juste ici, sachant que je vous le rappelle, ces jetons savoir seront synonymes de points négatifs. Un jeton savoir pour un point négatif en fin de partie, en tout cas si on les laisse là. Bien sûr, il y aura des cartes qui permettront de se débarrasser de ceci et ça sera toute votre stratégie si besoin. On peut maintenant décaler l'intégralité des cartes vers la gauche. Ces cartes là seront mobilisables pour l'action
excaver, je vous rappelle, qui nous permettrait donc d'incliner les cartes pour piocher 2 cartes. On va décaler l'ensemble de ces cartes vers la gauche et maintenant on va pouvoir regarder immédiatement si dans ce passé là, eh bien il n'y aurait pas 7 cartes. Si c'était le cas, il n'y en a que 5. Si c'était le cas, eh bien on devrait retourner alors immédiatement une tablette connaissance sur sa face numéro 2. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit, mais la tablette connaissance, on ne va pas remettre des cartes immédiatement dessus. Non, il faudra attendre qu'il y ait une seule carte sur cette tablette là pour tout défausser et remettre une carte sur chacun des 3 emplacements. Mais bon, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va faire ceci. Regardez, c'est magique. Et maintenant, on va pouvoir donc justement mettre les cartes de niveau 2 ici aussi, ce qui va accélérer le jeu et donner plus de possibilités, en tout cas d'axes de points de victoire et de stratégie pour le reste de la partie. Et rappelez-vous, s'il y avait 14 cartes à ce moment-là, dans le passé, la fin de partie est déclenchée, on finit un tour de table jusqu'à arriver au possesseur du jeton premier joueur et on comptera les points de victoire. Mais voilà, les explications d'un tour de jeu sont déjà finies. Vous voyez, c'est relativement simple, on va arriver à la fin de partie. Mais avant ça, on va revenir sur quelques petits points de détail de la partie que je ne vous ai pas forcément expliqué. Déjà, la limite de cartes qu'on pourra avoir en main, on ne pourra jamais dépasser 10 cartes. Si je devais en piocher une 11e, je ne pourrais pas choisir, tiens, je vais défausser celle-ci pour en avoir 10. Non, je devrais arrêter ma phase de pioche, notamment avec ces cartes-ci. Si j'avais plusieurs cartes en main, je vais m'arrêter jusqu'à en avoir 10 et pas pouvoir bénéficier du choix. Donc attention à bien utiliser ceci. Bien sûr, si la pioche est bien été vide, on prend tout ce qui a été défaussé, on mélange pour le remettre en jeu. Et ça, on l'avait déjà vu, mais les artefacts, eux, on ne va pas les décaler vers la gauche au moment de la phase de déclin. Non, non, on les laisse ici. À vous de voir quels artefacts vous voudrez mettre en jeu pour votre stratégie. Quand la fin de partie est déclenchée, hop, on va regarder un petit peu les points de victoire qu'on va pouvoir accumuler. Donc ici, tout d'abord, on va regarder les points de victoire directement amenés par les cartes qu'on aurait dans notre passé. Donc ici, par exemple, ça serait un point de victoire. Ici, ça serait un point de victoire, etc. D'autres cartes qui ramèneront plus de points et d'autres, au contraire, qui n'en ramèneront aucun. Ensuite, on va regarder ici les cartes avec des conditions de victoire de fin de partie. Par exemple, ça serait, est-ce que j'en ai ici à disposition? Voilà, si celle-ci avait été dans mon passé, et bien celle-ci me disait que j'aurais gagné un point de victoire pour chaque bâtiment de cette couleur-là dans mon passé. Malheureusement, elle n'est pas dans mon passé, donc je ne peux pas réaliser ce gain de points de victoire. Ensuite, ici, ce seront donc les cartes connaissances qu'on aurait réussi à glaner, à gagner et à mettre sur le côté. Donc par exemple celle-ci qui me demandait d'être récupérée si j'avais 5 bâtiments bleus dans mon passé, eh bien je gagnerais ici 4 points de victoire. Mais certaines cartes nous demanderont d'avoir, comme je vous l'avais dit, des collections, d'avoir des points de victoire en fonction du nombre de cartes connaissances de couleurs, etc. Donc c'est là, ici, qu'on mettrait ces points de victoire. Avec ceci, on va pouvoir quand même gagner un point de victoire par carte présente encore dans notre frise, pas par jeton savoir. Ça, on peut le défausser, il n'y a plus d'intérêt. Mais voilà, donc peut-être, attention, quand vous voyez que la fin de partie est proche, eh bien, de pouvoir essayer de jouer un maximum de cartes comme ceci, pour essayer néanmoins de gagner un point de victoire comme ceci. D'ailleurs, j'en profite, eh bien, on n'a pas parlé de ce logo-là. Ce logo-là, avec le cadenas, ça dit qu'on ne peut pas moduler le déplacement de la carte quand on va la mettre dans notre frise. C'est-à-dire que celle-ci, je serais obligé et forcé de la mettre au niveau 3. Vous vous rappelez, je ne pourrais pas la mettre au niveau 2, niveau 4, niveau 5, etc. en sacrifiant des cartes supplémentaires. Non, celle-ci, j'étais obligé de la positionner dans l'emplacement numéro 3. Et enfin, le dernier, eh bien, vous l'aurez compris, c'est que ça va être des points négatifs. Un point négatif par tablette que j'aurai ici dans mon passé. Donc ici, pour moi, par exemple, ça serait -4. Je fais la somme de tout ça et bien sûr celui qui a le plus de points de victoire est déclaré vainqueur et en cas d'égalité la première place sera attribuée au joueur avec le moins de jetons savoir parmi les joueurs en tête. Si l'égalité persiste encore, et bien c'est un peu inégal, mais c'est comme ça que c'est marqué dans les règles. C'est le joueur le plus ancien qui remportera la partie. Honneur aux anciens et aux seniors. Et bien voilà les amis, avec cette explication là, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour savoir
comment jouer à Ancient Knowledge. Bien sûr, ce sont les bases des règles de jeu, et ensuite vous avez la multitude de cartes qu'il peut y avoir, donc avec des parties qui vont se renouveler. Je vous propose de rester en place, on va voir mon avis, vous allez voir, il est quand même assez tranché. A tout de suite. Ancient Knowledge, vous l'avez vu, les règles sont plutôt, je trouve, accessibles, plutôt fluides, et c'est vraiment les sensations de jeu qu'on en a. Les parties sont plutôt rythmées, à condition, je vais vous l'expliquer juste après, qu'on ne se pourrisse pas le jeu entre nous et qu'on ne ralentisse pas l'avancée du jeu. Et c'est là aussi le défaut, parce que je trouve qu'autant à 2, ça roule très très bien, autant à 3 ou à 4, l'attente avant que ce soit notre tour de jeu est assez longuée, les interactions sont quand même assez limitées, et donc je vous l'avoue, ça me dérange un petit peu. Mais sinon, sur les mécaniques de jeu, comme je vous disais, c'est plutôt fluide. Il y a une aide de jeu que vous pouvez distribuer à l'ensemble des joueurs et qui récapitule tout ce que je viens de vous dire. Donc c'est vrai que quand on n'a pas joué depuis un moment, on peut y retourner quand même assez facilement, contrairement à d'autres jeux de la gamme expert de Yellow, où ça demande quand même de se replonger un petit peu dans les règles. Ici, c'est vraiment plutôt accessible, on est sur de l'initié. La mécanique de jeu est quand même assez originale, certes, on est sur quelque chose qui va nous permettre de créer son moteur de jeu, mais c'est une création qui sera éphémère. On part en sachant qu'à un moment donné, on ne pourra plus utiliser ce moteur. Donc il faut à chaque fois tenter de se renouveler pour ne pas faire des tours pour rien, et notamment utiliser l'action fouiller, qui est quand même cette action par défaut. C'est vrai que si on perd un tour de jeu ou deux comme ça, c'est vrai que ça sera peut-être difficile de rattraper les autres joueurs. Les decks de départ, je trouve qu'ils sont quand même très sympas, et ils amènent vraiment une façon d'appréhender le jeu vraiment différente, que ce soit quelque chose de très rapide avec des effets assez immédiats, tout comme le dernier deck qu'on a pu essayer, qui lui va nous demander finalement de mettre un maximum de jetons savoir dans le passé pour pouvoir utiliser ces jetons savoir qui seraient perdus à notre propre pour créer quelque chose de nouveau et créer davantage d'actions de jeu, un nouveau moteur de jeu et des points de victoire. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine gymnastique comme ça à pouvoir déjouer les mauvais plans, parce que l'interaction, malheureusement, c'est pas le point fort du jeu. La seule interaction qu'on pourrait avoir finalement, ça serait de se piquer les cartes connaissances, une sorte de course, voilà, c'est opportuniste au moment qui est difficile à pouvoir jouer de cette façon-là, surtout quand on a 3 à 4 à 2, on voit un petit peu où le joueur en face voudrait en venir, peut-être quelle carte connaissance il convoiterait, mais c'est vrai qu'à 3 ou 4, on a peu la tête fourrée sur son jeu, et on est moins attentif à ce que font les autres, et c'est là aussi que les tours de jeu peuvent être un petit peu longués. Donc moi, c'est un jeu que je vous conseille à 2. La thématique du jeu, c'est assez étrange, parce que c'est le point fort pour moi, mais aussi son point faible. Je m'explique. Le côté architecture, le côté monument, le côté des créations extraordinaires, des fois avec une légende autour, quelque chose d'assez mythique, on ne sait pas comment c'est arrivé. Je trouve ça très intriguant, mais finalement, je ne me suis pas senti investi. Ça reste très mécanique à jouer quand même, Ancient Knowledge. Et ce qui me fait défaut, même s'il y a marqué le nom du bâtiment, du monument ou de l'artefact, avec le lieu où on pourrait le retrouver, ça manque pour moi d'un petit texte qui accompagnerait ce monument, une petite intrigue, quelque chose, que ce soit peut-être un appendice, un livret à côté, comme on peut le voir sur certains jeux, notamment qui sont sortis cette année, qui approfondissent quand même ça, surtout pour un jeu que je trouve plutôt prestigieux. La boîte est assez élégante, le jeu est assez élégant, on va en parler dans les illustrations et matériels. Donc voilà, pour moi, c'est pas quelque chose qui va être rédhibitoire, hein. Comme je vous l'ai dit, le jeu, je le trouve quand même plutôt mécanique davantage que thématique. J'aime bien, j'adore, je trouve que c'est une plus-value dans le jeu de société quand les deux arrivent à bien s'imbriquer. Ici, petite déception. Vous me direz ce que vous en pensez, peut-être dans les commentaires. Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Est-ce que je chipote un petit peu? Pour moi, voilà, ça lui aurait donné un petit goût supplémentaire de subtilité que j'apprécie tant dans le jeu de société. Parlons des illustrations. Étonnamment, il y a des jeux où on reproche un petit peu leur approche graphique sur des cartes. Je pense notamment à Ark Nova, on lui a reproché que ce soit des photos. À Earth, c'était la même chose, et ici, c'est des illustrations, ce sont des dessins. Moi, c'est tout le contraire. Ici, j'aurais vraiment aimé que ce soit des photos, en fait, des vraies photos, ou un truc plus photoréaliste en tout cas, mais que je puisse vraiment voir ces monuments, ces architectures que je ne connais pas dans l'ensemble. En fait, c'est pas
ma culture, ça m'intrigue, j'ai envie d'en savoir plus. Et donc le côté dessin, je suis passé complètement à côté. Là aussi, vous me direz ce que vous en pensez, même si c'est vraiment très bien réalisé. Hein. Même l'ergonomie générale de la carte, on sait très bien où vont se situer les effets, la petite iconographie qui va bien, etc. Mais voilà, il y a quelque chose qui me dérange, encore une fois, dans ce côté thématique. Cela m'aurait peut-être aidé à me sentir davantage dans la peau d'un explorateur, celui qui va tout faire pour garder finalement ce savoir. Parlons quand même de ce qui est le sens et le cœur même des jeux, c'est le gameplay. Est-ce qu'on prend du plaisir? On prend beaucoup de plaisir, encore une fois, à 2, je trouve, plus qu'à 4. Le gameplay, ça roule tout seul, le fait de se... L'iconographie, elle est parfaitement intégrée, comme je vous l'ai dit sur les cartes, c'est très facile de s'y repérer. C'est certes plutôt abordable comme jeu, encore une fois, dans ces gammes-là, mais ça demande quand même d'avoir une petite subtilité, une petite programmation pour ne pas se retrouver à court de cartes au moment de la partie, pour ne pas faire l'action de fouiller, comme je vous ai dit, qui serait vraiment très pénalisante, et le retard qu'on accumulerait, il sera très difficile à rattraper. La gestion de la main, avec un maximum de 10 cartes en main, je trouve ça quand même plutôt malin finalement pour, eh bien, dans cette façon d'amener les joueurs vers des jeux tout petit peu plus complexes. Ça évite d'avoir une multitude de cartes comme ça pourrait être dans Hearth, hein, par exemple. On n'en a que 10, on va les analyser, savoir celles qu'on va défausser, celles qu'on va utiliser, dans quel ordre, donc programmer un petit peu tout ça, voilà, d'avoir cette main maximum de 10, ça limite un peu de partir un petit peu dans tous les sens et de bien se concentrer sur cette mécanique, cette gestion-là de programmation de moteur éphémère. Il y a quand même quelque chose dont il faut parler, on peut se pénaliser totalement et rallonger énormément le temps de jeu. Si vous décidez, à 2 notamment, ou à 3, bien d'aller exclusivement sur les connaissances, d'aller chercher toutes les cartes, eh bien le temps de jeu va être vraiment rallongé. Certes, c'est une course, mais on ne sait pas exactement à combien de points sont les joueurs vis-à-vis de leurs cartes qui seraient dans leur passé. Comme je vous l'ai dit, on n'arrive pas, sauf à 2 et encore, à savoir exactement où on se situe. Donc est-ce que je prends le risque ou pas, eh bien d'arrêter la partie et de mettre ma 14e carte dans le passé, des fois même 15 si j'arrive à en décaler 2 en même temps. Mais voilà, à quel moment je vais prendre ce risque-là, ou est-ce que je vais continuer d'engranger des points toujours plus, et là ça ralentit le jeu. Donc il y a quelque chose au niveau du gameplay qui peut être dérangeant, en tout cas si vous jouez avec des gens vicieux et qui veulent aller chercher la petite bête dans les mécaniques et dans le gameplay, attention à ce genre de joueur qui pourrait peut-être vous gâcher la partie. On va prendre quelques connaissances, mais voilà, en général, c'est ce qui arrive le plus souvent quand même. Celui qui va amener ses 14 cartes dans le passé, il déclenche la fin de partie, et c'est souvent lui aussi qui est en tête, et c'est souvent lui donc qui va gagner la partie. Donc si vous jouez avec ce type de joueur, faites bien attention. Et bien voilà les amis, j'étais extrêmement ravi comme toujours de vous proposer les règles et mon avis sur Ancient Knowledge, le prochain jeu dit Expert de Yellow qui arrive très prochainement dans vos boutiques favorites. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces, des commentaires, en partage, et on n'oublie pas de s'abonner juste ici pour être au courant des toutes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Et moi je vous laisse avec tout le catalogue de vidéos qui s'affiche juste à mes côtés pour aller voir ce que je vous ai proposé dernièrement sur la chaîne. Et comme toujours, je vous dis à très vite les amis sur Il était un jeu. Ciao les amis.